Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. C'est très rassurant de savoir que le syndicat est en réflexion sur les impacts de l'intelligence artificielle. Je vous dis d'entrée de jeu que je pense que les sociétés qui vont s'en tirer le mieux à la lumière des transformations induites par les nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, vont être les sociétés qui vont avoir les meilleures politiques publiques en place et aussi qui vont avoir les acteurs sociaux les plus mobilisés pour mettre de la pression justement sur les décideurs pour qu'on mette en place un encadrement très serré, très sage, très éclairé, mais très serré aussi du déploiement de l'intelligence artificielle dans différents milieux. Et je pense que les syndicats ont un rôle de premier plan à jouer dans ce contexte. C'est très difficile d'y voir clair de nos jours. Par rapport à l'intelligence artificielle, étant donné qu'on est dans une situation, disons, frénétique par rapport à l'intelligence artificielle, on en entend parler constamment, il y a un battage médiatique constant, il y a des investissements publics du gouvernement du Québec importants, du gouvernement fédéral important aussi, plusieurs investissements venant du privé, les grands laboratoires de Facebook, Google, Microsoft et ainsi de suite ont tous investi au Québec, à Montréal en particulier, étant donné l'expertise ici en intelligence artificielle. On a la chance de compter sur certains des meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, mais ces chercheurs ont tout intérêt à entretenir aussi l'engouement envers l'intelligence artificielle, à nous présenter les retombées positives anticipées de l'intelligence artificielle pour que le financement public et privé continue. Donc, c'est important de tenter d'y voir clair. On est dans ce qu'on appelle un phénomène de hype. Il y a cette frénésie qui fait en sorte que c'est parfois difficile de savoir ce à quoi on peut s'attendre véritablement, où en est véritablement la science et la technologie aujourd'hui en intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on peut anticiper de façon raisonnable. C'est assez difficile d'y voir clair. C'est ce que je vais essayer de contribuer à une meilleure compréhension d'où on en est aujourd'hui en intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on peut anticiper de façon plausible à court et moyen terme. Et pour ça, on a besoin d'une réflexion sobre sur l'état des technologies et leur impact. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? D'abord, un mot sur la Commission d'éthique en sciences et technologies que je préside. La Commission, c'est un organisme permanent du gouvernement du Québec. C'est un organisme conseil qui est parfaitement indépendant sur le plan de ses analyses, de ses recommandations, mais dont le premier mandat est de conseiller le ministre de l'Économie et de l'Innovation par rapport à tous les enjeux éthiques soulevés par des découvertes scientifiques ou des avancées technologiques. Et une autre partie de notre mandat est de favoriser, au fond, une réflexion, une délibération éclairée au sein de la société civile sur les impacts éthiques des sciences et des technologies. Donc, c'est à ce titre-là, l'intelligence artificielle, ça m'intéresse aussi comme chercheur en philosophie, en éthique à l'Université Laval, mais c'est à titre de président de la commission que je m'adresse à vous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. C'est pas une question qui est facile à répondre. D'abord, même les chercheurs qui cherchent à comprendre ce qu'est l'intelligence tout court, l'intelligence humaine en particulier, ont du mal à donner une définition précise de ce qu'est l'intelligence. Mais en tout cas, on sait que c'est lié à une capacité de résoudre des problèmes et des problèmes complexes. C'est lié à une capacité de s'adapter à différents contextes, à différentes situations. Mais lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il s'agit de la capacité pour des machines, essentiellement des ordinateurs, d'accomplir des tâches
que l'on croyait réservé à l'esprit humain. Hein, et on pensait que ça prenait une intelligence humaine pour accomplir ces tâches-là. Et des ingénieurs, des informaticiens arrivent à concevoir des programmes informatiques, des algorithmes qui réussissent à accomplir des tâches qu'on croyait la prérogative des êtres humains. C'est dans ce cas-là qu'on peut parler d'intelligence artificielle, où on cherche à simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est lorsqu'on arrive à déléguer des tâches qu'on croyait réservées aux êtres humains, on parle d'intelligence artificielle. Et c'est pas une idée nouvelle, hein, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est un programme de recherche qui date déjà des années 50, hein, où on avait des grands espoirs dans les années 50 et 60 qu'on allait rendre les ordinateurs véritablement intelligents. Pour différentes raisons dont je reparlerai, il y a eu une espèce de stagnation de la recherche et une relance dernièrement. L'intelligence artificielle, maintenant, s'est immiscée dans plusieurs sphères de nos vies. Par exemple, des exemples un peu triviaux, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui déterminent le contenu qui nous est présenté lorsqu'on utilise différents réseaux sociaux. Hein. Je sais que Nelly Brière est venue vous parler des réseaux sociaux ce matin. Donc, tout le contenu, c'est un algorithme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire un algorithme qui étudie tous vos comportements sur l'Internet, sur les réseaux sociaux et qui fait des prédictions sur ce qui va vous intéresser. Hein? Donc, il y a une capacité de traiter de l'information de différentes natures, de différentes sources, et d'anticiper ce qui est le plus susceptible de vous interpeller, de vous faire réagir. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on a de la publicité qui est ciblée sur la base de nos préférences lorsqu'on est sur les médias sociaux, et aussi tout ce qu'on voit défiler, par exemple, sur notre mur Facebook ou sur notre fil Twitter, ainsi de suite, c'est basé sur nos préférences antérieures. Hein. Donc, c'est une des façons dont l'intelligence artificielle s'est immiscée dans nos vies. Toujours dans les exemples, là, dans la vie de tous les jours, dans le divertissement, le contenu qui nous est proposé, par exemple, sur Netflix, sur Spotify, si vous écoutez de la musique en streaming, sur Amazon, ainsi de suite, tout ça, c'est basé sur une analyse de nos comportements. On parle beaucoup aujourd'hui de reconnaissance faciale, hein, des algorithmes avec des capteurs visuels sont capables maintenant de reconnaître des objets dans le monde physique, y compris la reconnaissance faciale, donc d'identifier des personnes sur la base d'une analyse des images, entre autres de nos visages. Tout ce qui concerne les assistants vocaux aussi, peut-être que certains d'entre vous dont utilisent Siri sur leur téléphone ou ont un Google Home ou Alexa à la maison. Donc, cette capacité pour une machine de répondre à des questions, de faire des suggestions, de trouver des réponses, ainsi de suite. On a affaire à l'intelligence artificielle. Quand on pense IA, on pense souvent aux robots. Les robots peuvent être dotés d'intelligence artificielle, mais les robots, donc, c'est lorsque les machines ont une capacité d'action vraiment là, dans le monde matériel. Donc, il y a des robots qui ont très peu d'intelligence artificielle, qui font des tâches très répétitives, sans capacité véritablement de penser ou de résoudre des problèmes. Mais il y a aussi des robots auxquels on peut aussi attribuer une intelligence artificielle. Donc, c'est une autre forme que peut prendre le développement de l'intelligence artificielle. Et on sait que dans plusieurs milieux, dans des usines, tout ça, les progrès de la robotique sont continus. Qu'est-ce qui fait qu'on parle autant de l'intelligence artificielle maintenant? Hein? Pourquoi, après quelques décennies de stagnation, il y a ce que j'ai appelé là une renaissance de l'intelligence artificielle? Il y a trois grandes causes. Hein? Je vous les résume le plus facilement possible, juste pour comprendre pourquoi on en parle autant aujourd'hui. D'abord, les chercheurs en intelligence artificielle, comme Yoshua Bengio, par exemple, de l'Université de Montréal, ont adopté ce qu'on peut appeler une nouvelle approche scientifique pour rendre les machines plus intelligentes. Grosso modo, avant, au tout début, on pensait que
pour que les machines soient intelligentes, qu'il fallait que le programmeur, un informaticien, programme que son programme soit basé sur un ensemble de règles, de règles que le programme informatique allait tout simplement appliquer lorsqu'il allait traiter de l'information. Donc, il fallait imaginer toutes les règles possibles pour que, confronté à une situation ou une autre, l'ordinateur prenne les bonnes décisions. Mais on a réalisé que c'était impossible d'imaginer a priori toutes les règles logiques qu'un ordinateur devrait appliquer pour simuler l'intelligence humaine. Et donc, des chercheurs ont dit, on n'y arrivera pas de cette façon-là. Il faut plutôt faire en sorte que les machines arrivent à apprendre grosso modo un peu comme l'esprit humain et le cerveau humain arrivent à le faire. Et c'est là où on a développé des approches qu'on appelle, qui viennent du machine learning, là, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte que les machines apprennent d'elles-mêmes. L'approche maintenant qui a permis les plus grandes percées, là, c'est le deep learning, l'apprentissage profond. Et donc c'est cette nouvelle approche qui a permis des succès importants. Et cette approche-là mobilise une autre des causes, c'est la disponibilité des données numériques en grande quantité, ce qu'on appelle les big data, les données massives. Il faut entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle avec de grands jeux de données, des données qui se comptent là en millions. L'autre cause qui a permis les succès récents, c'est aussi l'augmentation toujours continue de la puissance de calcul des ordinateurs, des processeurs informatiques, donc des machines qui arrivent à calculer de façon plus rapide et à calculer aussi des très grands jeux de données. Donc, nouvelle approche, augmentation de la puissance de calcul et la disponibilité des données numériques grâce à la révolution numérique, à toutes les technologies du numérique. C'est ces trois causes-là, mises ensemble, conjuguées, qui ont permis des progrès récents et des progrès réels. Peut-être que vous avez entendu parler de Watson, donc le programme informatique élaboré par IBM, qui a battu vraiment en plate couture les meilleurs joueurs à Jeopardy, donc ce célèbre jeu américain. Et ça, c'est assez impressionnant parce que pour gagner à Jeopardy, il faut avoir une bonne maîtrise de ce qu'on appelle une langue naturelle. Une langue naturelle, donc c'est la langue que vous et moi, que l'on parle, le français, l'anglais, et ainsi de suite. Et ça a toujours été un défi pour l'intelligence artificielle parce qu'on peut faire, lorsqu'on parle, parfois on fait des jeux de mots, parfois on fait des métaphores, de l'ironie, parfois on invente des mots, des néologismes, et ainsi de suite. Et les ordinateurs ont toujours eu beaucoup de mal à comprendre véritablement les langues parlées et écrites. Mais avec les progrès récents, donc un programme informatique a réussi à comprendre les questions posées par l'animateur et ensuite à au fond, explorer ces banques de données, c'est-à-dire que Watson, donc connecté à l'Internet, à Wikipédia, et ainsi de suite, a été capable d'aller explorer les bonnes banques de données pour répondre correctement aux questions posées par l'animateur. Donc, c'est un succès assez impressionnant. Ça fait partie des exemples là, de ces grandes percées, de ces progrès qui ont fait dire à plusieurs qu'on assistait à un progrès vraiment impressionnant en intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler aussi d'AlphaGo, développé par DeepMind, qui appartient à Google. Donc encore là, une intelligence artificielle qui a réussi à vaincre le meilleur joueur au monde au jeu de Go, un jeu donc très populaire et ancestral pratiqué en Chine. Et on savait depuis longtemps que Kasparov avait été battu par un programme informatique aux échecs, mais que les échecs, ça se comprend assez bien comme un ordinateur peut vaincre l'esprit humain parce qu'il s'agit essentiellement de calculer, et d'être capable d'anticiper si je fais tel coup, ça peut avoir tel et tel effet, il peut avoir telle et telle réaction. Tout ça repose sur une capacité de calcul. Les échecs sont un jeu très logique. Mais on disait le jeu de Go, que ça se systématise beaucoup moins bien, que ça se formalise moins bien, que ça semble reposer beaucoup sur l'intuition, une espèce
de sens commun ou de faculté là, d'arriver à la bonne réponse, mais sans trop réfléchir. Et on disait, les ordinateurs ne seront pas capables de vaincre les êtres humains. Bien, AlphaGo a été capable de vaincre le meilleur joueur. Et vous voyez donc là, ce joueur chinois qui est perplexe et ensuite qui était passablement découragé par les manœuvres de l'adversaire par l'agent artificiel. Mais bon, les chercheurs en IA nous ont expliqué que, encore, ne serait-ce que par la puissance de calcul, qui n'a rien à voir avec la puissance de calcul et d'anticipation de l'esprit humain, que ça s'explique là, pourquoi un ordinateur peut vaincre donc les meilleurs joueurs à ce jeu. Hein. Donc, il y a eu ces progrès récents dans les 10 dernières années. Dans un tout autre ordre d'idées, vous avez entendu parler des véhicules autonomes. Certains disent que dans la prochaine décennie, des véhicules parfaitement autonomes, là, qui sont capables de se conduire eux-mêmes, que le programme informatique va être capable de faire en sorte qu'ils vont se conduire eux-mêmes, que ces véhicules pourraient rouler sur nos routes dans les 10 prochaines années. Il y a des expériences et des tests un peu partout. Je dois dire que ce n'est pas du tout gagné. Hein. Il reste encore des obstacles très, très, très importants avant que ce soit sécuritaire de les laisser aller sur nos routes. Mais c'est une possibilité réelle que dans les prochaines années, ces véhicules roulent sur nos routes. Et ça, c'est assez impressionnant aussi parce que vous savez, la conduite, c'est complexe. Et là, avec toutes sortes de capteurs, des capteurs visuels, les sons, l'analyse de la vitesse des autres véhicules, et ainsi de suite, en agrégeant toutes les données qui sont captées par les différents capteurs, on arrive à faire en sorte que la voiture donc, sache comment réagir dans différentes circonstances. L'algorithme va avoir été entraîné avant, mais évidemment, on le lance ensuite dans des circonstances complètement nouvelles. Les promesses qu'on nous fait, c'est que ces véhicules seront plus sécuritaires que des véhicules conduits par des êtres humains, parce qu'on sait, on est tous faillibles. On peut tomber dans la Lune, on peut s'endormir. Certains conduisent malheureusement avec des facultés affaiblies. Plusieurs, j'espère, pas d'entre vous, mais roulent beaucoup trop vite sur les routes et ainsi de suite. Donc, certains disent que ça pourrait permettre une diminution des accidents de la route. Donc, ça fait partie des progrès des 7-8 dernières années qui font en sorte qu'il faut prendre ça au sérieux. Il y a eu des avancées véritables. Certains des analystes à qui on accorde beaucoup de crédibilité, parfois à juste titre, parfois moins, considèrent que même l'intelligence artificielle pourrait représenter l'un des plus grands risques qui pèsent sur l'humanité présentement. Et ça, bon, dans certains cas, c'est des personnes qui semblent un peu excentriques, mais dans d'autres cas, pas du tout. Stephen Hawking, le fameux astrophysicien dans les années qui ont précédé sa mort récente, nous disait qu'il fallait prendre très au sérieux la possibilité de ce que certains appellent une super intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui aurait non seulement rejoint l'être humain, parce que là, présentement, les algorithmes dont je vous ai parlé deviennent de plus en plus efficaces pour pour accomplir des tâches très spécifiques, très étroites. Jouer à un jeu, conduire un véhicule, traiter des commandes vocales et ainsi de suite. Mais on n'a pas encore une intelligence artificielle qui serait générale, qui serait aussi complexe et multidimensionnelle que l'esprit humain. Nous, on a toutes nos limites, ainsi de suite, mais on est capable d'accomplir des tâches cognitives de nature très différente. Il n'y a pas d'intelligence artificielle capable de faire ça encore, mais certains pensent qu'on va y arriver et que non seulement l'intelligence artificielle va rejoindre l'intelligence humaine, mais va même la dépasser largement. Et c'est là où j'ai, par exemple, certains collègues dans des philosophes, par exemple à l'Université d'Oxford, un philosophe qui nous dit là qu'on va arriver, il y a des chances véritables qu'on arrive à une forme de super intelligence artificielle un jour. Et il se pourrait que les intérêts de ces super intelligences divergent des intérêts humains et que ce faisant, que l'intelligence artificielle crée ce qu'ils appellent un risque existentiel pour l'être humain. Et c'est là où Stephen Hawking avait entendu ça, puis il a dit oui, effectivement, ça pourrait arriver que même si ces agents artificiels deviendraient très intelligents,
il se pourrait que pour eux, au fond, les êtres humains, leurs intérêts, que ça ne soit pas très important et qu'ils menacent même la survie humaine. J'expliquerai tout à l'heure que je pense que on n'a aucune raison de s'en faire avec ça présentement, mais ceci dit, il y a des personnes sérieuses qui pensent que c'est le cas. Évidemment, on a accès à des fictions, à de la science-fiction qui alimente constamment ce genre de perspective. Vous avez peut-être vu donc le film Ex Machina, où la personnage principale donc arrive vraiment à surpasser sur le plan de l'intelligence les personnes humaines. Je ne vais pas vous révéler de scoop. On a tous entendu parler de Robocop ou de Terminator. Il y a Her aussi, et ça c'est l'image dans le bas à votre gauche, où là c'est pas un robot, c'est plutôt un système d'exploitation informatique qui s'entretient, qui converse avec le personnage principal, et encore là qui devient donc suprêmement intelligent et qui arrive à manipuler la personne humaine, ainsi de suite. Donc, ça fait partie du portrait lorsqu'on s'intéresse, on cherche à comprendre où en est l'IA et à quoi faut-il s'attendre. Il faut se demander, est-ce que ça, c'est sérieux ou pas? Personnellement, après avoir discuté avec les sommités en intelligence artificielle, essayer d'avoir compris pourquoi les derniers progrès ont été possibles, je pense, comme je vous disais, qu'on n'a pas à s'en faire avec ça. On a beaucoup plus à s'inquiéter des usages, par exemple, malveillants de l'intelligence artificielle par des personnes humaines et ainsi de suite, mais sur la base du machine learning, de l'apprentissage automatique, et ainsi de suite. Je ne vois pas comment on part d'où on en est maintenant à une intelligence générale de ce genre-là. Donc, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je ne pense pas que ce soit un véritable problème. Ceci dit, il y a des vrais problèmes éthiques qui sont engendrés par les développements en intelligence artificielle. J'en passe quelques-uns en revue avant de parler du monde du travail. Donc là, on parle d'automatiser certaines tâches, de déléguer des tâches à des machines. Est-ce qu'une machine qui nous induira en erreur, par exemple un assistant vocal qui nous donne un conseil et si on le suit, ça mène à une catastrophe. Donc, qui est responsable de ça? Si un véhicule autonome cause un accident et est responsable d'un accident, à qui on attribue la responsabilité, entre autres juridique, de ces défaillances ou des erreurs ou des mauvaises décisions? C'est pas évident. Est-ce que c'est celui qui a conçu l'algorithme? Est-ce que c'est celui qui l'a vendu? Est-ce que c'est celui qui l'utilise? Donc, c'est pas évident que notre conception de la responsabilité et civile et criminelle soit adaptée à l'utilisation des intelligences artificielles. On apprend maintenant en étudiant les décisions, les recommandations prises par des algorithmes d'intelligence artificielle que certains peuvent être biaisés. Faire en sorte que, par exemple, dans un tribunal, on utilise une IA pour déterminer qui est admissible à une libération conditionnelle. On a appris aux États-Unis que l'IA, qu'on croyait neutre, sans émotion, sans sentiment, sans préjugés racistes, par exemple, explicites, que simplement, étant donné qu'elle est entraînée sur la base de décisions antérieures, qu'elle reproduisait des pratiques discriminatoires déjà bien établies, qui faisaient en sorte que les personnes noires avaient moins accès à la libération conditionnelle que des personnes blanches. Ou dans d'autres cas, c'est très utilisé en ressources humaines pour savoir qui on va recevoir en entrevue d'embauche, et que dans certains cas, parce que lorsqu'on étudiait donc qui a été PDG dans le passé dans une banque de données, par exemple, d'une entreprise, mais évidemment, c'était essentiellement des hommes, et que l'algorithme, donc, encore là, se montrait discriminatoire envers les candidates pour un poste donné. Donc, c'est tout à fait possible que des algorithmes d'intelligence artificielle, même s'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils reproduisent des biais, des partis pris, des différentes pratiques discriminatoires. Un des problèmes qui nous préoccupe beaucoup en éthique, c'est le problème de la boîte noire. C'est-à-dire que là, on n'a plus... Si on ouvre le capot d'une certaine façon pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi un algorithme a pris une décision particulière,
C'est plus comme au départ, hein, lorsque l'IA a émergé, on disait, bon, voici une sorte d'arbre décisionnel, hein, toute une structure logique, un raisonnement qui nous permet de comprendre pourquoi l'IA s'est comportée d'une façon particulière. Là, c'est plus ça du tout. Il y a des données massives, il y a ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, donc plusieurs couches de ce que les informaticiens appellent les neurones artificiels qui traitent, hein, qui décomposent l'information et toutes ces couches de neurones artificiels sont liés ensemble de plein de façons et il y a un système de rétroaction qui fait en sorte que si l'algorithme n'arrive pas au bon résultat, c'est-à-dire d'identifier une personne, de reconnaître que c'est un chat et non pas un chien sur une photo, bien, il y a un système de rétroaction qui fait en sorte qu'il va y avoir un recalibrage, hein, du système interne, mais on n'a plus à faire une logique linéaire, là. Donc c'est pour ça que c'est une boîte noire. On ne sait pas pourquoi, même les ingénieurs n'arrivent pas à dire pourquoi exactement l'algorithme a dit « Ah non, cette personne-là, on utilise l'algorithme pour déterminer qui peut avoir accès à un prêt bancaire. Hein, » c'est utilisé dans les banques, dans les institutions financières. On dit « Bon, là, on ne peut pas interroger l'algorithme, c'est pourquoi cette personne-là n'est pas admissible à un prêt. » Il n'y a pas l'équivalent d'un raisonnement, là. Et ça, c'est un problème important dans la mesure où les IA vont prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur nos droits et libertés. Hein. Le droit de ne pas être discriminé, par exemple, parce qu'on est d'un genre particulier ou d'une couleur particulière, et ainsi de suite. Donc, ça pose des problématiques éthiques très, très importantes. L'enjeu auquel je vais me consacrer maintenant, c'est les impacts aussi sur le marché du travail et sur la distribution de la richesse, hein, parce que il va y avoir des gagnants et des perdants de cette nouvelle révolution, hein, engendrée par l'IA. Heureusement, il y a une prise en charge collective importante au Québec et ailleurs. On est conscient des problèmes. Vous avez peut-être vu passer, hein, la Déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'intelligence artificielle qui a été adoptée en novembre passé. Donc, on a affaire à un cas où les experts de l'IA sont conscients des dangers de leurs propres inventions et ils travaillent maintenant avec des chercheurs en éthique, en sciences humaines et sociales, en droit, pour voir comment on peut accompagner le développement de l'IA pour qu'on puisse répondre, hein, aux questions que je viens de soulever et que l'IA profite, hein, à l'ensemble de la société et non pas à seulement un petit nombre de joueurs. À la commission de l'éthique, donc, on cherche présentement à établir un portrait d'ensemble, puis à identifier les questions éthiques les plus importantes, hein, ce que j'ai fait. En IA, je le disais, on est en situation de frénésie, de hype, hein, et on a la tendance à l'exagération, à la dramatisation est assez grande. Hein. Quand je parlais de ces super-intelligences, risques existentiels, tout ça, ça s'applique aussi aux effets de l'IA sur le marché du travail. Peut-être certains d'entre vous ont lu, hein, des livres de Yuval Noah Harari, cet historien israélien qui a écrit l'excellent livre « Sapiens », hein, sur la longue histoire de notre espèce, hein, de l'Homo sapiens. Mais dans ses livres subséquents, il se projette plutôt dans le futur. Hein. Il tente d'écrire l'histoire à faire en nous disant voici vers où on pourrait aller. Et dans un de ses derniers livres, 21 leçons pour le 21e siècle, il nous dit qu'un des dangers, hein, est que, outre, hein, le petit nombre d'acteurs du monde de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, que toutes les autres, hein, parce que les nouvelles technologies vont continuer à progresser et pourraient remplacer, hein, l'être humain dans les différentes tâches que l'on accomplit maintenant. Et il nous dit que si au 19e siècle, hein, par exemple, le grand problème qui préoccupait Marx, hein, c'était l'exploitation des travailleurs, là, il nous dit c'est plus le danger d'exploitation qui nous guette, c'est le danger de l'insignifiance d'une certaine façon, de devenir, hein, superflu, de devenir inutile parce qu'on serait constamment, hein, battu par les machines qui deviendraient meilleures que nous pour accomplir, hein, toutes sortes de tâches, y compris identifier des émotions et ainsi de suite. Encore là, je pense que ça, c'est une dramatisation abusive, mais, hein, des gens comme Harari ont l'oreille, hein, des plus grands décideurs sur la planète. Harari est invité au G7 et ainsi de suite. Donc, ça fait partie encore là des espèces d'illusions, d'exagérations qu'il faut dissiper si on cherche à comprendre les effets de l'IA sur le marché du travail. Mais ça, c'est un des discours influents aujourd'hui. Il est vrai que l'IA, même si
on n'accepte pas. Ça, c'est une approche que j'appelle inflationniste, là, qui tend à exagérer constamment les impacts de l'IA. Moi, j'adopte plutôt une approche que j'appelle déflationniste, hein, c'est-à-dire de faire baisser les attentes et de tenter de bien comprendre où on en est et qu'est-ce qu'on peut anticiper sur cette base-là. Même si on fait ça, je pense qu'il ne faut pas banaliser l'intelligence artificielle parce que c'est vrai qu'on arrive maintenant à automatiser des nouvelles tâches. Dans les premières révolutions industrielles, c'était des tâches essentiellement manuelles qu'on arrivait à automatiser, à confier à des machines. Là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on arrive à automatiser aussi des tâches cognitives qui exigent donc différentes capacités de réflexion et de raisonnement. Et là où l'IA est particulièrement efficace, là, c'est pour automatiser des tâches qui sont plutôt répétitives ou routinières. Donc, à court terme, du moins, là, si un emploi particulier est fait de tâches qui sont plutôt répétitives, ben là, le potentiel d'automatisation est très grand. Si on cherche à anticiper, donc ça va être quoi là, en termes par exemple, de perte d'emploi, de transformation du marché de l'emploi, à quoi on peut s'attendre? Donc nous, à la Commission de l'éthique, on n'est pas des économistes, là, mais on a étudié les études faites par des économistes et c'est difficile d'y voir clair. Parce qu'il y a des scénarios ou des prédictions qui sont très contradictoires. Il y en a qui sont particulièrement catastrophistes. Il y a une étude qui est souvent citée qui nous dit que 70% des emplois actuels pourraient soit être automatisés complètement et être amenés à disparaître, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le scénario, disons, le plus catastrophiste. De l'autre côté, certains économistes nous disent « Ah, mais le marché va s'adapter. Il va s'adapter, va s'autoréguler, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pertes d'emplois qui vont être compensés par des créations de nouveaux emplois et le marché va atteindre un certain équilibre. Donc nous, on a rejeté ces deux scénarios-là qui nous semblaient les moins bien appuyés et on a plutôt adopté, ou en tout cas, on considère que cette étude de l'OCDE, très récente de 2018, est celle qui est la plus vraisemblable pour l'instant. Et ce qu'on apprend, c'est que l'IA devrait détruire certains emplois. Il devrait y avoir une perte d'emploi causée par l'intelligence artificielle et l'automatisation, mais des pertes d'emploi peut-être moins massives que ce que certains ont avancé. Et dans cette étude, on apprend que 14% des emplois actuels ont un haut risque d'automatisation. Et ce qu'on entend par haut risque d'automatisation, c'est que dans un emploi donné, lorsque 70% des tâches associées à un emploi peuvent être automatisables, c'est ce qu'on associe à un haut risque d'automatisation. Donc, il y aurait 14% des emplois dont 70% des tâches pourraient vraisemblablement être confiées à des machines dans un avenir rapproché. Et cette étude de l'OCDE nous dit que pour 32% d'autres emplois, ces emplois-là sont moins, il y a moins de tâches qui sont automatisables, mais il y a quand même un pourcentage des tâches qui pourraient l'être, et ces emplois-là, ces 32% des emplois-là, pourraient être appelés à être transformés de façon importante. Pas à disparaître, mais à être transformés parce qu'il faudrait faire une place donc à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le scénario qui nous semble le plus plausible. On est dans l'incertitude. Là, il n'y a personne qui sait quels seront exactement, précisément, les impacts de l'IA, mais ça, c'est l'étude qui nous semble la plus prudente et rigoureuse. Et une des limites de ces études, et c'est pour ça qu'il faut toujours être très modeste là, quand on spécule sur les impacts à venir de l'intelligence artificielle, c'est que là, on isole, disons, la variable intelligence artificielle et automatisation. Qu'est-ce qu'on arrive à confier à des machines?
mais il n'y a pas d'analyse, disons, conjuguée de l'IA versus le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre. Donc, si on entre toutes ces variables-là, il n'y a personne là, qui sait exactement qu'est-ce que ça va engendrer sur le plan de notre marché de l'emploi au Québec et au Canada. Hein, c'est tout à fait possible que, bon, l'IA détruise certains emplois, mais par ailleurs que le vieillissement de la population fasse que la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs continue et que l'IA compense pour cette pénurie de main-d'œuvre. Ça, honnêtement, là, on n'a pas vu d'études capables de mettre toutes ces variables ensemble et de faire des prédictions qui sont plausibles. Hein. Donc, mais on peut quand même réfléchir aux impacts de l'IA dans différents secteurs. Ce qui nous intéresse d'un point de vue éthique, c'est que, bon, c'est pas tout le monde hein, qui va y gagner hein, des transformations induites par l'intelligence artificielle. Il y a des personnes qui sont plus à risque d'y perdre. Hein, et ça, sur le plan de l'éthique sociale, il faut porter attention, entre autres, à ceux qui sont les plus vulnérables. Et là, ce qui ressort très clairement, c'est que les travailleurs qui sont les moins qualifiés, qui sont les moins scolarisés, ainsi de suite, sont les plus vulnérables. Hein? C'est-à-dire que les tâches qu'ils accomplissent maintenant sont probablement celles qui sont les plus facilement automatisables. Donc, les professeurs les moins formés, les moins qualifiés sont à risque. On apprend aussi que les plus jeunes et les plus âgés sont plus à risque. Par exemple, hein, moi, mes enfants sont beaucoup trop jeunes pour être sur le marché du travail, mais mon filleul a eu ses premiers emplois dans les dernières années. Hein, il a commencé en remplissant des étagères hein, dans un magasin grande surface. Ça, les programmes en robotique et en IA pourraient permettre d'automatiser ces tâches-là. Et son deuxième emploi, ça a été de commis là, dans une banque, dans une institution financière. Et c'est possible hein, que avec les avancées sur le plan donc des robots conversationnels, hein, des chatbots, avec des bons programmes informatiques, hein, c'est possible que les tâches qu'il accomplit maintenant comme commis, que ces tâches-là soient automatisables. Hein. C'est possible que les banques décident de conserver quand même des personnes humaines parce qu'il y aurait des avantages à le faire, mais ce sont des tâches qui sont automatisables. Au fond, mon constat provisoire, c'est que on sait que dans ce qu'on appelle souvent l'économie du savoir, hein, il y a des primes importantes hein, à la scolarisation et il y a une vulnérabilité chez ceux qui sont moins diplômés, moins scolarisés. Ma crainte, c'est que l'intelligence artificielle accentue hein, des disparités et des vulnérabilités qui sont déjà effectives maintenant, hein, en rendant encore plus vulnérable la situation de ceux qui sont moins formés à l'heure actuelle. Dans les différents secteurs, par exemple, qui pourraient être touchés, on a parlé tout à l'heure hein, des véhicules autonomes. Encore là, on n'est pas... on n'est pas rendu du tout. Il y a encore des obstacles importants avant qu'on voit des véhicules autonomes, mais ça pourrait éventuellement arriver. Et là, donc, tous ceux qui sont dans des secteurs, hein, dans le secteur du transport en particulier, donc, pourraient être touchés. Encore là, on ne sait pas comment les entreprises vont réagir. Hein. Admettons qu'on a un véhicule autonome qui est sécuritaire, qu'on est capable de déployer. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il va y avoir là une perte d'emploi pour les êtres humains? Pas nécessairement. Hein. L'entreprise pourrait décider ou évaluer que, l'autobus peut se conduire de façon autonome, sauf qu'on veut quand même qu'il y ait une personne humaine dans l'autobus hein, pour gérer les situations plus difficiles. Hein. Ça arrive, on prend le bus parfois et il y a quelqu'un qui a un problème de santé mentale, ainsi de suite. Donc, c'est possible hein, qu'on décide de garder des personnes humaines. Même chose concerne la livraison. Hein. Le véhicule peut peut-être se rendre à destination, mais rendu à destination, c'est fort possible qu'on a encore besoin de quelqu'un pour transiger avec d'autres personnes et s'assurer que la marchandise soit livrée, et ainsi de suite. Donc, il faut être très prudent dans nos prédictions, mais c'est un secteur qui pourrait être touché. Dans un secteur complètement différent,
on sait qu'on est capable d'automatiser maintenant des tâches cognitives, donc ça pourrait toucher par exemple le monde des communications et du journalisme. Déjà avec les IA qui existent maintenant, on est capable, par exemple, une IA est capable d'écrire des textes relatant, par exemple, des résultats sportifs. Donc, quand le degré de complexité est assez bas, c'est déjà possible d'automatiser de telles tâches. Et si vous pensez, par exemple, que tout ce qui concerne les commentaires d'après-match, après un match de hockey, tout ça, c'est une espèce de toujours une répétition d'à peu près toujours les mêmes analyses et les mêmes commentaires, mais je pense qu'une IA pourrait remplacer plusieurs des animateurs actuellement s'ils ne sont pas suffisamment créatifs. Un exemple très révélateur, me semble-t-il, des progrès de l'IA, c'est tout ce qui concerne, par exemple, le milieu de la traduction. Maintenant, avec les avancées sur le traitement des langues, un algorithme comme celui qui permet Google Translate, maintenant, permet des traductions de qualité quand même assez intéressantes d'une langue à l'autre, de l'allemand au français, par exemple. Et c'est assez impressionnant. Évidemment, il y a plusieurs erreurs encore, mais ça nous donne une idée de ce quoi parle un texte particulier. Et c'est fort possible, ça me semble pas trop spéculatif de le dire, que les réviseurs actuels, les traducteurs actuels deviennent des réviseurs linguistiques. C'est-à-dire que l'IA va faire la première version d'une traduction et comme l'IA va échapper certaines nuances, certaines figures de style, que le traducteur actuel va devenir un réviseur pour l'IA. C'est le genre de transformation que l'on peut anticiper. Juste une clarification, est-ce que ça, c'est le temps qui reste pour des questions ou avant les questions? OK, parfait. Donc, il me reste une dizaine de minutes avant et ça va nous permettre d'avoir une période de questions. Tout dernièrement, j'étais à un événement, un symposium organisé par le ministère de l'Immigration à Ottawa et on apprend, pour parler d'un autre exemple où il va y avoir de l'automatisation et l'intégration d'intelligence artificielle, le gouvernement fédéral, différents ministères élaborent présentement des algorithmes qui sont des algorithmes d'aide à la décision, soit pour optimiser des processus ou pour aider encore là la prise de décision. Et donc, j'apprenais lors de ce symposium qu'au ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté, qu'un algorithme a été conçu pour traiter les demandes de visa et les demandes, donc maintenant, sont traitées de façon beaucoup, beaucoup plus rapide. On arrive à traiter un beaucoup plus grand volume présentement. Et ça signifie pas nécessairement une perte d'emploi. C'est déjà, ça permet tout simplement un traitement plus rapide et efficace des demandes. Et parfois, c'est que ça peut simplement libérer le travailleur, la travailleuse, pour qu'ils accomplissent d'autres tâches et souvent des tâches moins répétitives. Donc, on voit que l'IA va s'infiltrer, va affecter plusieurs secteurs, mais c'est pas clair encore l'impact que ça va avoir sur les emplois. Ce qui me semble évident, c'est que un grand nombre de travailleurs donc vont devoir apprendre à travailler avec des machines, avec des formes d'intelligence artificielle. Les IA vont devenir en quelque sorte des collègues de travail et dans certains cas, ça va permettre donc un travail plus efficace. Ceci dit, mon objectif, je vous le disais, c'est de vous aider à vous faire une tête, puis à y voir clair par rapport à tout ce qu'on entend sur l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut anticiper. Lorsque je parle avec des entreprises en IA et des chercheurs en IA, il y a encore des difficultés importantes sur le plan du passage, du transfert du laboratoire jusqu'au milieu de travail. Il y a des obstacles importants qui font en sorte que c'est pas toujours facile d'intégrer l'IA. Par exemple, je vous parlais de Watson tout à l'heure qui a gagné à Jeopardy. Watson, maintenant, sa spécialité, c'est l'IA en santé, de traiter
collecter toutes les données massives en santé pour arriver à des meilleurs diagnostics, pour arriver à une médecine plus personnalisée, pour arriver à mieux évaluer l'efficacité des médicaments. Mais Watson a beaucoup de mal présentement à tirer son épingle du jeu, entre autres parce que, bon, avec les dossiers médicaux numérisés, tout ça, les notes des médecins, entre autres, sont difficiles à analyser pour les intelligences artificielles et ainsi de suite. Donc, il y a encore des difficultés sur le plan du transfert dans les différents milieux de travail. En terminant, ce sur quoi je vais vous laisser, c'est, je vous disais que, bon, lorsqu'on s'intéresse à l'IA sur le plan de l'éthique sociale, c'est vraiment les questions de la justice sociale qui nous intéressent. Très clairement, il y a déjà des gagnants, il va y avoir des gagnants de l'IA. Ma crainte, je le disais, c'est que les gagnants de l'IA soient, au fond, constituent une petite minorité. C'est-à-dire que présentement, bon, il y a eu des milliards d'investis par le public et le privé, mais on sait que ceux qui gagnent le plus, ce sont les entreprises en intelligence artificielle, et certaines de ces entreprises sont les GAFAM, sont les grands joueurs du web et qui sont des entreprises étrangères, faiblement, sinon pas du tout taxées ici. Donc les entreprises vont y gagner. Évidemment, les investisseurs, ceux qui font de l'investissement de risque, présentement, les entreprises en IA sont très, très sollicitées. Donc, ceux qui investissent, ceux qui détiennent les compagnies et les experts de l'IA, les chercheurs en intelligence artificielle, les ingénieurs informaticiens, ceux qu'on appelle les data scientists, ceux qui sont capables de préparer les données pour entraîner les machines, et ainsi de suite. Donc, la crainte est que ce petit groupe profite de la valeur qui est créée par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va créer de la richesse parce qu'on automatise, on peut augmenter la productivité, on peut optimiser des processus, mais le risque, c'est que cette richesse-là soit captée pour sa plus grande part par un petit groupe. Et me semble-t-il que si notre perspective en est une qui s'ancre dans une conception de la justice sociale, il faut qu'on examine présentement l'ensemble de nos politiques publiques, nos politiques fiscales, nos politiques sociales, nos politiques en éducation, pour faire en sorte que l'IA profite à l'ensemble de la collectivité. Et personnellement, si on adopte une conception de la justice sociale qui nous dit que ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux qui sont les plus vulnérables devraient profiter, au fond, de façon substantielle de tous les gains, de toute la valeur créée, mais il faut s'assurer que, présentement, nos dispositifs soient capables de faire en sorte que la richesse créée par l'IA profite à tous, mais en particulier à ceux qui sont au bas de l'échelle. Et pour ça, il faut regarder, est-ce que nos politiques fiscales sont adaptées? Si vous connaissez un peu les travaux de l'économiste français Thomas Piketty, qui a écrit ce grand livre, Le Capital au 21e siècle, il nous dit les rendements du capital sont plus grands que l'augmentation des salaires, qu'il y a une sorte de discordance entre les deux, que ceux qui ont du capital à investir profitent d'un retour sur l'investissement beaucoup plus grand que l'augmentation des salaires. Mais ma crainte est que l'IA accentue encore là ces dynamiques qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui. Donc, il faut examiner, puis on va le faire à la Commission de l'éthique en sciences et technologies, est-ce que nos ponctions fiscales sur les gains en capital, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les ponctions fiscales lorsque des dividendes sont versés, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'impôt sur le revenu des hauts salariés en IA, est-ce que c'est suffisant ou non? Est-ce que les impôts sur les profits des entreprises, est-ce que c'est suffisant ou pas? Mais il faut s'assurer qu'une partie de la valeur qui est créée soit redistribuée par nos politiques de redistribution du revenu. Et un dernier point, parce que mon temps est écoulé, une des
un des constats qu'on a fait lorsqu'on étudiait, donc, entre autres, hein, l'étude de l'UNESCO et différentes études qui ont accompagné le travail de l'UNESCO, pas de l'UNESCO, pardon, de l'OCDE, on apprend que, bon, il y a les travailleurs plus vulnérables maintenant, hein, ceux qui sont les moins scolarisés, sont ceux qui risquent le plus de voir leurs tâches automatisées, confiées à des machines. Donc, ces travailleurs-là ont besoin non seulement de mesures de soutien du revenu qui va leur permettre de mener une vie décente s'ils perdent leur emploi, mais vont aussi avoir besoin de programmes de formation continue pour se requalifier et réintégrer le marché du travail. Or, les pratiques actuelles montrent que les programmes de formation continue sont largement utilisés par les travailleurs qui sont déjà les plus qualifiés, hein, et que la partie congrue seulement des programmes de formation continue sont utilisés par les travailleurs les moins qualifiés. Donc encore là, il y a déjà cette fracture sociale présentement, et si on laisse aller, l'IA va accentuer ces fractures sociales, et je pense que notre réflexion collective là, doit tout de suite voir ces risques-là et faire en sorte qu'on révise nos dispositifs, nos politiques pour déjà s'outiller pour s'assurer que l'IA profite à tous, y compris aux plus vulnérables. Je vous remercie de votre attention. Micro 1. Philippe Saint-Yves, 2466. Merci de la présentation, c'était super intéressant. J'aurais une petite question éthique pour vous. Avec les développements des automobiles automatiques, souvent on parle souvent du dilemme éthique entre choisir entre un groupe de personnes et un individu. C'est ce dilemme-là qui existe, qui a été remis sur la table avec l'accident qu'il y a eu avec l'autonome du passé. C'est pas ça que je veux poser comme question, parce que je pense qu'il n'est pas encore répondu comme question. Mais en milieu de travail, c'est ce qui peut arriver avec justement la personne qui a installé la machinerie, la personne qui va la programmer. Est-ce quelque chose qui était parlé pour savoir qui est vraiment responsable ou comment se démêler dans cette situation-là? Tout à fait. Si il y avait une deuxième heure consacrée à l'éthique de l'IA et au travail, toute l'autre série d'enjeux, ça va être quoi l'impact de l'IA sur les conditions de travail, sur ce qu'on appelle la dignité et les droits des travailleurs dans leur milieu de travail qui vont travailler avec des IA. Et ça, c'est tout un autre champ là, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est tout à fait urgent aussi, ces questions. Je pense que là, il faut travailler dès maintenant avec des juristes pour voir est-ce qu'on est capable d'assurer une imputabilité pour les décisions qui sont automatisées, qui sont confiées à des machines. Hein. Présentement, notre conception de la responsabilité, c'est une personne qui commet un acte qui cause un tort à une autre personne, puis on est capable d'établir une causalité claire. Comme je le disais tout à l'heure, avec l'IA, c'est pas clair du tout. Hein? Qui est responsable ou quel aspect de la machine a mal fonctionné et qui est responsable pour cette défaillance ou cette mauvaise décision. Moi, je pense qu'il faut que, non seulement que des juristes soient impliqués, mais il faut demander aux ingénieurs de nous dire, il faut être capable de décomposer d'une certaine façon la responsabilité et de voir qui est responsable de quoi. Et ça, il faut le faire avant d'introduire les machines dans nos milieux, mais pour l'instant, c'est pas fait. On est conscient du problème, mais il n'y a pas de réponse qui a été donnée encore à ça. Merci beaucoup. Micro numéro 3. Mathieu Dumont, conseiller syndical SCFP. Il semble avoir deux points de vue dans la Silicon Valley entre certains chefs d'entreprise qui défendent le fait que l'IA devrait être faite en open source, puis que le code et les algorithmes devraient être publics à tous, puis d'autres qui disent que les algorithmes, c'est privé à chaque compagnie, ça fait partie de leur développement commercial. Je me posais comme question, dans le monde, est-ce qu'il y a des États qui ont commencé à penser à établir une législation là-dessus,
ou présentement, ils laissent vraiment le marché privé se développer en parallèle? Oui, ce sont des bonnes questions. Les chercheurs en IA valorisent beaucoup la science ouverte et la publication des codes, des algorithmes, donner accès aux données d'entraînement, et ainsi de suite. Mais les propriétaires d'entreprises et les gestionnaires, eux, évidemment, parfois veulent avoir un droit de propriété. Ils veulent breveter, puis ils veulent la confidentialité parce qu'ils ont des intérêts commerciaux. J'ai participé au comité scientifique de la Déclaration de Montréal sur le développement de l'intelligence artificielle et les recommandations que l'on a faites, c'est que, bon, autant que possible, cette science-là devrait être ouverte et les codes devraient être disponibles, devraient pouvoir être testés, examinés, ainsi de suite. Lorsqu'il y a des intérêts privés, un droit de propriété bien fondé, donc on comprend que ça devrait demeurer secret, mais il faut penser à des autorités et des mécanismes qui permettraient une forme d'audit, au fond, des systèmes. Lorsque ces systèmes accomplissent des fonctions cruciales, par exemple en trading haute fréquence ou ainsi de suite, il faut qu'il y ait des autorités qui auraient le pouvoir de faire une sorte d'audit des systèmes et donc d'avoir accès au code, à la programmation, tout en respectant le caractère privé lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est une recommandation que j'ai vue circuler de plus en plus et qui me semble très porteuse. Par exemple, l'Autorité des marchés financiers a des pouvoirs spécifiques, a accès à des informations qui ne sont pas publiques, mais c'est nécessaire que l'autorité y ait accès. On pourrait penser un peu l'équivalent pour l'IA. Alors, on a le temps pour une dernière question. Micro numéro 4. Nathalie Blais, conseillère syndicale au service de la recherche. Je travaille beaucoup avec le secteur des communications où on sent de plus en plus la réglementation nous glisser sous les pieds parce que, justement, il y a des avancées technologiques qui sont faites, il y a des entreprises transnationales qui sont impliquées dans ce domaine-là, que ce soit particulièrement dans les médias, mais ça va être la même chose de ce que je comprends avec le développement de l'IA par les GAFAM. Vous avez mentionné le fait que la taxation ne s'applique pas à ces entreprises-là et vous avez dit qu'il faut les réglementer maintenant. Quel est l'horizon de réglementation qu'on a devant nous pour ce qui est du développement de la 5G, par exemple, qui est une technologie de transmission cellulaire? On voit ça arriver très rapidement dans 2 ou 3 ans et on essaye déjà d'avoir une influence sur les politiques publiques, mais c'est très, très difficile. Donc, j'aimerais savoir quel est le rôle de la Commission d'éthique en sciences et technologies et puis quel est l'horizon qu'on a devant nous. Oui, ça aussi, c'est une question importante. Effectivement, c'est souvent le problème en sciences et technologies, c'est que les progrès technoscientifiques sont très rapides et alors que la réflexion éthique et l'encadrement juridique avancent très lentement. Il y a souvent un décalage entre les deux. Nous, on est un organisme conseil dont le seul pouvoir est de faire des recommandations, de tenter d'encourager, d'inciter et ainsi de suite. Et les messages que je passe constamment dans mes rencontres privées et dans mes interventions publiques, c'est que les GAFAM ont un pouvoir immense présentement dans différentes sphères de nos vies. Toute l'industrie des médias en souffre maintenant. Ça a des impacts dans notre système démocratique et ainsi de suite. Ça a des impacts aussi sur notre système de justice distributive, en ce sens qu'il y a des revenus qui sont captés par ces joueurs. Donc, on a longtemps pensé, ça venait un peu de Silicon Valley, qu'on ne peut pas vraiment encadrer l'activité de joueurs qui produisent dont l'activité est dématérialisée, ça se passe sur le net dans plusieurs pays. Je pense le message qu'il faut envoyer aux législateurs, c'est qu'il ne faut surtout pas renoncer à encadrer leur activité, à être exigeant envers eux. Il ne faut pas y renoncer avant d'avoir essayé. Je pense que c'est tout à fait possible de taxer des transactions financières qui sont faites sur notre territoire. C'est tout à fait possible d'être très exigeant, par exemple, sur le contrôle des discours haineux, sur les médias sociaux, sur l'interférence politique, sur les fausses nouvelles. Je pense qu'il faut voir quels sont tous les effets, disons, nocifs de l'utilisation de ces plateformes et de ces algorithmes et
trouver des règles qui vont mitiger ces effets négatifs. Je pense que maintenant, il y a un consensus de plus en plus large sur il faut absolument encadrer de façon serrée leur activité. Ça prend de la concertation internationale, mais il ne faut pas attendre ça non plus. Je pense que chaque État devrait le faire. Et là, on a des exemples avec le Québec, par exemple, qui impose des taxes et qui maintenant reçoit des revenus. Je pense qu'on est rendu au point où on sait que ça peut se faire. Je n'ai pas d'horizon pour vous, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois que j'ai la chance, je rappelle que c'est le temps d'agir maintenant parce que leurs impacts sont colossaux là, dans différents aspects de nos vies, y compris la protection de notre vie privée, et ainsi de suite. Donc, il faut être très exigeant envers eux. Là. Merci. Alors, merci beaucoup, M. McClure. Merci. Merci. Plaisir.